Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo complémentaire de ce que je vous ai déjà parlé, de ce dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais en complément de l'évolution de ces données. En premier lieu, je voudrais revenir sur ce dont je vous ai parlé concernant l'intelligence artificielle. La dernière fois que je vous en ai parlé, je n'ai pas tâté la chose. Depuis, je me suis penché sur cette question, je me suis un petit peu amusé avec mon modeste talent, et force est de constater que oui, je confirme. Je confirme bien que, je rappelle, le plus connu est Midjourney, que vous pouvez trouver sur Discord, qui est apparu l'année dernière. Donc c'est une technologie grand public qui est très jeune. Et quand on voit ce que cette application est capable de produire, on se dit que d'ici 1 ou 2 ans, oui, va y avoir un gros souci pour les professionnels, graphistes et créateurs de design, parce que c'est époustouflant. Alors, si ça vous intéresse, vous devez avoir Discord, parce que, je vous le dis sincèrement, il existe énormément de petits sites qui vous permettent de faire des créations avec intelligence artificielle, mais elles ne sont pas franchement de très bonne qualité. Si vous voulez vraiment de la qualité, moi personnellement, Midjourney, il n'y a pas photo. L'inconvénient de Midjourney, c'est que c'est payant. Par contre, si vous avez un compte Discord sur le forum Discord, vous pouvez aussi vous amuser sur Blue Willow, ou Willow Blue, je crois que c'est Blue Willow, qui est complètement gratuit, qui est un peu moins puissant en matière de qualité, en matière de résolution, etc. Mais vous pouvez vous amuser et donner de très bons résultats avec cette application de création par intelligence artificielle. Euh, on en reparlera parce que y a aussi le fameux chat GPT que j'ai également testé, et en effet, c'est assez époustouflant. C'est assez époustouflant, d'autant plus que vous pouvez le faire en français. Vous n'êtes pas coincé par l'anglais. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser GPT dans n'importe quelle langue. Et c'est impressionnant. On y reviendra dans une prochaine vidéo sur l'intelligence artificielle, parce que même si on en a déjà parlé, là on a une démonstration de, ce que finalement elle peut à la fois apporter en matière de progrès technologique, mais aussi de menaces pour un existant. Et ça rejoint exactement ce qu'on disait sur globalement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ses intérêts, ses avantages, mais aussi ses risques. Et enfin, je vais revenir sur le petit discours assez amusant d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui vous a fait une belle petite vidéo face cam, qui vous a expliqué de façon pédagogique les progrès de la France, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour la France de réduire toujours plus ses émissions de CO2. Émissions de CO2 qui, selon l'objectif 2030 et 2035, va falloir mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'il va falloir augmenter, il va falloir accentuer, il va falloir même peut-être légiférer sur l'usage de certains outils, l'usage de certains matériels ou de certaines pratiques trop émettrices de CO2. Alors quand je vous dis ça, attention, hein, ça touche énormément de domaines. Ça touche évidemment le domaine du transport, ça touche le domaine du transport en commun, ça touche aussi bien votre appartement, votre immeuble, où vous êtes copropriétaire, ça peut toucher aussi votre maison. Ben oui, il y a des normes. Pour l'instant, les normes, elles ne sont pas totalement obligatoires, mais elles risquent de le devenir. Si votre maison a besoin d'être encore plus isolée, mais attention, une belle isolation, même si vous êtes aux normes, ça ne veut pas dire qu'il va falloir que ça vous donne l'autorisation de vous chauffer à 24 degrés pendant l'hiver. Donc vous voyez, ça touche énormément de domaines. Mais il y a une chose qui est très intéressante, que très peu vous parle sur les plateaux télé. Parce que cette frénésie écologique, elle naît de quoi? Elle naît de la réduction de l'émission de carbone. Or, vous savez que on ne peut pas se passer de ne pas émettre des carbones, parce que vous avez des industries, vous avez des économies qui sont productrices de carbone. Eh bien, l'accord de Kyoto
qui, ma mémoire est bonne, c'est 94 ou 97, je ne sais plus exactement, c'est dans les années 90, a mis en place le fameux système des quotas carbone. Ces fameux quotas carbone, c'est un quota qui est attribué à chaque nation, à chaque pays, selon les besoins de ce pays, selon les besoins des entreprises de ces pays, selon les besoins des industriels de ces pays. Mais parfois, il arrive que certains pays ont des quotas qu'ils n'utilisent pas. Parce qu'ils n'ont pas une grosse industrialisation, ou parce qu'on leur a octroyé un quota carbone parce que c'est un pays émergent, donc on ne va pas l'étouffer, donc on lui donne un quota plus élevé que ce qu'il pourrait ou devrait avoir. Et dans ce cas-là, eh bien, il met ça en place dans ce qu'on appelle le marché carbone. Parce que oui, le quota carbone, c'est aussi un marché. C'est un marché où les pays revendent, rachètent du quota parce que les pays en ont besoin. Parce que la Chine, par exemple, à qui on attribue un quota carbone plus élevé que ce qu'elle devrait normalement être assujettie, eh bien, pousse malheureusement, lorsqu'on fixe des objectifs comme ceux de l'objectif 2030, les pays industrialisés, les pays en puissance économique, eh bien, de compenser. C'est-à-dire qu'on demande à ces pays de faire plus d'efforts dans l'émission de carbone pour permettre d'atteindre les objectifs sans pénaliser un certain nombre de pays qui sont des pays émergents. Ces mêmes pays émergents qui permettent par exemple à la France, si elle réussit à avoir dans certains domaines, dans le domaine industriel en particulier, à baisser ses émissions de quotas carbone, eh bien le reste des quotas attribués sont remis sur le marché et vont plus permettre à d'autres pays de racheter du quota carbone si elle en a besoin. Oui, vous avez compris, nous parlons de spéculation. Et oui les amis, le marché de l'écologie et des quotas carbone, c'est aussi un marché spéculatif. Mais ça évidemment Emmanuel Macron ne vous le dit pas. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il va falloir que vous fassiez plus d'efforts. Plus d'efforts pour permettre à des pays comme l'Inde ou la Chine ou d'autres pays émergents, eh bien de pouvoir continuer à développer leur industrialisation tout en continuant à émettre plus de carbone. Mais comme c'est les pays occidentaux moins industrialisés, voire même désindustrialisés, qui vont devoir payer la facture. Mais ça évidemment, seuls les imbéciles ne peuvent pas le comprendre. Revenons sur les chars, les fameux chars qu'on va envoyer en Ukraine. On ne les a pas encore envoyés, hein. Pareil, ça va être compliqué, hein. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, hein. Il y a une question logistique aussi que souvent sur les plateaux télé, on a fâcheuse tendance un petit peu à occulter. Je remercie celui qui m'a laissé un commentaire en donnant le détail un petit peu des fameux chars, des différents modèles, qu'ils soient en anglais, français, et voire même les modèles qui ont été vendus à d'autres pays comme la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Espagne, le Portugal, etc. Et qui peut-être eux aussi vont contribuer à cet envoi d'un modèle spécifique, je pense particulièrement au fameux Léopard. Sauf que, il y a récemment Alain Bauer, que vous connaissez certainement parce que je vous en ai déjà parlé, qui nous a expliqué certains aspects techniques qui sont très intéressants. Très intéressants pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit finalement dans ma précédente vidéo, ça va poser des problèmes logistiques. Premier problème logistique, c'est le transport. Ah ben oui, parce que pour transporter ces chars, on ne va pas les transporter par avion, on va les transporter par train. Or il faut savoir que pour transporter par train, ça veut dire qu'il va falloir que vous traversiez un certain nombre de pays. Et il y a des pays qui peuvent très bien vous refuser d'être traversés avec cette marchandise. Déjà, logistiquement, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut des autorisations, il faut que la machine administrative se mette en branle, etc. Le deuxième problème logistique, c'est en effet ce dont je vous avais parlé, c'est que l'avantage d'envoyer un seul modèle de char, c'est que vous formez les équipages ukrainiens, et les équipages ukrainiens sont compatibles à tous les modèles, à l'unique modèle finalement. Or là, si vous envoyez des Léopards, si vous envoyez des Abrams, voire des Challenger, voire même des Leclerc, hein, comme disait Alain Bauer, le problème c'est qu'on en a 200 opérationnels sur les 400, parce qu'on en a 200 en réserve, mis de côté. Alors on ne sait plus, il y en a 200, combien il y en a. Enfin, voilà, il y a une certaine discordance à établir des chiffres précis, mais il n'empêche quand même que la France n'a que finalement 200 chars Leclerc opérationnels.
Donc ça veut dire que si on en envoie 10 ou 20, ça veut dire que c'est 10 ou 20 sur les 200 opérationnels. Donc ça veut dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et donc, comme je disais, la formation des équipages, ça devient compliqué, parce qu'il va falloir que vous formiez des équipages capables d'opérer sur les 2 ou 3 modèles qui vont être envoyés en Ukraine. C'est long. Or, quand vous entendez Zelensky, oui, bon, c'est bien, les chars, machin. Maintenant, ouais, ce que je voudrais bien, c'est que vous m'envoyez aussi des missiles à longue portée, et puis que vous m'envoyez aussi des avions. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il réclame en fait qu'on lui donne tout le matériel pour constituer une armée. Alors, je ne sais pas pour vous, mais l'intérêt de se rappeler que depuis que les Américains sont partis d'Afghanistan, depuis que la guerre en Irak est terminée pour les Américains, vous comprendrez que les groupes militaro-industriels américains, ils attendaient justement une nouvelle guerre pour pouvoir faire du business. Or là, il semblerait que le business, ils ne sont pas très chauds pour le faire directement avec l'Ukraine. Premièrement parce que ça pose un problème de droit, ça pose un problème éthique vis-à-vis de l'institution démocratique américaine. Même si on est d'accord, hein, si vous voulez vendre des armes, c'est très simple, vous vendez des armes à un opérateur extérieur qu'on appelle un marchand d'armes, qui lui-même revend ses armes à des pays comme ça, ni vu ni connu. Vous ne pouvez pas être accusé de vendre des armes, même si votre société est affiliée à une nation, même si votre société est interdite de vendre des armes à un certain nombre de pays, vous inquiétez pas, vous pouvez les vendre quand même en passant par des intermédiaires. Ne soyons pas naïfs. Et donc, en conséquence, il faut savoir que la problématique, c'est qu'il semble bien qu'aux États-Unis, il y a un blocage. Lequel, je ne suis pas encore certain de savoir ou de comprendre lequel. Mais c'est pour cette raison qu'en fait, on va développer le marché de façon indirecte. C'est-à-dire, pourquoi s'emmerder à vendre des armes à l'Ukraine, sachant que l'Ukraine est tellement déficitaire que c'est pas elle qui va payer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver dans un modèle de financement en cercle fermé. C'est-à-dire que les États-Unis, quand elles donnent 30 milliards de dollars, elle va donner 30 milliards de dollars à l'Ukraine qui va s'en servir pour acheter des armes à des sociétés d'armes américaines, etc. Donc finalement, autant que les 30 milliards américains servent à acheter directement les armes aux industries américaines qui ensuite sont envoyées aux frais du contribuable en Ukraine. Comme si, par exemple, si finalement Macron décide d'envoyer des chars Leclerc, évidemment, ils seront envoyés à vos frais, aux frais du contribuable. Et donc, la question se pose, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelque part une volonté d'essayer de désarmer l'Europe pour qu'une fois que tout le matériel qui a été envoyé en Ukraine se fait bien ratamer, détruire, dilapidé par l'armée russe, que finalement les pays européens se retrouvent en slip. Et là, évidemment, le VRP américain va arriver en disant écoutez, on comprend, vous, la France, par exemple, vos chars Leclerc, vous voudriez avoir un peu plus de chars, mais vous êtes obligé d'attendre le projet que vous avez avec les Allemands, mais il semblerait que les Allemands risquent de vous faire un coup de pute. Donc, nous, on vous propose éventuellement d'acheter des chars Brahms. Sauf que déjà, on est un peu dans la mouise, puisque je rappelle que les fusils d'assaut ne sont plus des FAMAS, les FAMAS ont été déclassifiés, que désormais on utilise, je crois, un fusil d'assaut allemand. Sauf que le fusil d'assaut allemand, j'espère que les munitions, elles sont standardisées, parce que sinon ça veut dire qu'on est obligé de passer par des sociétés allemandes pour avoir des munitions compatibles. Sauf que le jour où vous fâchez avec les Allemands, vous n'avez plus de munitions. Ah oui, c'est en fait l'effet de mondialisation dans le matériel militaire. Je rappelle que par principe, lorsque vous voulez une souveraineté militaire, vous fabriquez vos propres armes. Ou vous essayez de trouver en effet des coopérations avec des gens avec qui vous ne risquez pas de vous fâcher pour développer des programmes d'armement. Mais si à partir du moment où vous achetez des armes à une société qui appartient à un pays étranger, le jour où vous vous fâchez avec ce pays-là, vous êtes mal.
Donc, pensez-y à cette question. Est-ce que quelque part, on ne cherche pas à dépouiller les pays européens pour, une fois que la situation risque de s'envenimer, d'empirer, des pays comme la Grande-Bretagne, la France, se disent merde, on n'a plus assez de matériel, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à en acheter, hein, parce que ça va être trop long pour fabriquer, développer une nouvelle arme. Et pour terminer là-dessus, on a Scholz qui est en train de se faire bousculer par le Parlement, parce que Scholz est passé au-dessus finalement des décisions démocratiques pour envoyer quand même des chars. Donc pensez bien qu'au niveau du Bundestag, ça commence à remuer un petit peu dans les brancards, parce que c'est pas du tout d'accord de voir le chancelier en avoir rien à foutre de l'opinion du peuple. Elles sont belles, les démocraties, en ce moment. Et enfin, pour terminer cette vidéo, petit retour en intérieur, petite affiche collector. Et oui, cette affiche est celle qui avait été conçue pour le 42e Festival international du film. Vous imaginez bien qu'avec la Marianne, c'était en 1989. Vient de sortir, enfin tout du moins en avant-première, le fameux Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet, 65 millions d'euros de budget. Une avant-première a eu lieu partout dans la France ce dimanche dernier. Et les retours sont catastrophiques. Pire, vous avez certains critiques de cinéma sur YouTube qui sont en train de dire que même le fameux Astérix Obélix Jeux Olympiques était encore mieux que ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. De toute façon, quand on a vu les premières bandes annonces, c'était clair que c'était un film de copinage. C'était un film de copinage, Canal+, M6 et compagnie. Alors oui, le film va marcher, sans doute. Le film va faire ses petits millions d'entrées, mais il va se faire laminer, va se faire dessouder. Oui, les jeunes vont trouver le film sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'influenceurs, il y a énormément de youtubeurs. Même si vous payez 10 euros ou 15 euros une place de cinéma pour les voir, ne serait-ce que 5 ou 10 secondes. Donc encore une fois, évidemment, certains se posent la question, se disent, parce qu'on a vu même Guillaume Canet dire carrément lors d'une interview, oui, il faut absolument que les gens aillent voir ce film parce que vous comprenez, si jamais le film ne marche pas, les producteurs font plus aucune confiance pour financer des films à hauteur de 60 millions d'euros, 65 millions d'euros, etc. Le mec, il pleurniche. Le mec pleurniche. Oui, je vous en prie, allez voir le film quand même si vous trouvez que c'est une merde. C'est ça le cinéma français? Alors entre ceux qui se paluchent en essayant de vous faire culpabiliser, de retourner voir des films dans les salles de cinéma parce que vous comprenez, si vous n'y allez pas, il y aura moins de recettes. S'il y a moins de recettes, il y aura moins d'argent qui iront dans les caisses du CNC, de la SACEM, il y aura moins d'argent qui iront dans la caisse du ministère de la Culture, il y aura moins d'argent qui iront dans les caisses des fonds communs pour permettre de financer les films d'auteurs qui ne touchent que quelques dizaines de milliers de spectateurs. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce film qui a été produit par les productions Le Puy du Fou. C'est Vaincre ou mourir, qui s'est fait allumer par certaines critiques en disant oui, c'est un film d'extrême droite, c'est un film de facho, tout ça parce que c'est une histoire inspirée d'un des spectacles du Puy du Fou, qui est sur Charette, qui a été un des opposants à la Révolution pendant le conflit avec les Vendéens. Mais finalement, le film, qui était assassiné par les critiques, lors de sa sortie, mercredi dernier, pour la petite histoire, je vous rappelle que en France, le mercredi, c'est le jour des sorties de films, et surtout le mercredi, pour les professionnels que j'ai été pendant quelques années, ça a été aussi les démarrages. C'est-à-dire que nous avions la responsabilité de fournir le démarrage de la première séance, le démarrage à 14h et enfin le démarrage en fin de journée. Et ça, nous étions obligés de les envoyer
non seulement au siège social, non seulement au CNC, mais en plus, on devait aussi l'envoyer à certains distributeurs parce que c'était une façon pour l'exploitant de caresser dans le sens du poil et d'être gentil avec les exploitants. Donc il fallait envoyer les entrées, les résultats de ces films de mercredi. Et donc, l'un des cinémas qui est le plus souvent le plus révélateur, c'est celui qui se trouve à Paris, normal, qui est le fameux UGC Cinécité Les Halles, c'est-à-dire celui qui se trouve dans le fameux Forum des Halles. C'est un des plus grands, si je crois me souvenir, c'est le plus grand cinéma européen. Et il se trouve que le mercredi, à la première séance, le film a plutôt bien parti, et en fin de journée, Vaincre et mourir, sur les dizaines de films nouveaux sortis à l'affiche ce jour-là, il est le 3e meilleur démarrage. Évidemment, la petite sphère gauchiste, critique de cinéma, ils en avaient gros sur la patate. Donc ils ont rajouté des couches en disant oui, de toute façon. Alors je crois que le film est à 188 copies en France. À outil de comparaison, le film Rascal, vous savez, ce film qui vantait les bandes, les gangs des années 80, les gangs antiracistes contre les skins, etc. Enfin, un truc qui était très, très, très parisien. Moi qui ayant connu les années 80, je peux vous dire que c'était pas du tout ce qu'on connaissait en province. C'était vraiment typiquement quelque chose de très parisien. Mais on vous vend ça comme étant le film qui redessine cette histoire. Le film Rascal, je crois, a même pas fait 100 000 entrées en 2 semaines, avec 165 000 copies. Et pourtant, c'est un film qui a été vanté, un film qui a été promu. Alors évidemment, Astérix et Obélix, il sort mercredi. Et on va voir ce qu'il va faire sur son premier week-end. Est-ce qu'il va casser la baraque? Casser la baraque parce que c'est Astérix et Obélix, parce que c'est un film familial, parce que c'est un film qui va amuser sans doute les enfants. Mais force est de constater que, encore une fois, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Astérix Obélix, le premier film était signé Claude Zidi. Film plus ou moins classique, on était content, on voyait les personnages en live, etc., avec à l'époque des CGI, qui étaient les CGI de leur époque. Et est arrivé le film d'Alain Chabat qui a cassé toute la baraque. Aujourd'hui, le film de Chabat est sans doute, pour les professionnels, l'aboutissement, le summum, le top de ce qui peut être fait avec la franchise Astérix Obélix. Sauf que, évidemment, on peut critiquer les Américains de vouloir faire des suites en pagaille. En France, quand il y en a qui ont des euros à la place des yeux, eh bien, on ne peut pas échapper au fait de voir des Astérix Obélix se suivre et malheureusement ne jamais arriver au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de ce que Alain Chabat avait fait avec Mission Cléopâtre. Et en plus, et je vais terminer là-dessus, quand on voit les interviews de Canet, on sent qu'en réalité, Canet, il a fait ça pour le fric. Parce que ce n'est pas du tout un fan d'Astérix. Je dirais même que est-ce qu'il connaît quelque chose sur l'univers du Derzo et de Goscinny? Mais on lui a proposé ce film parce que c'est un réalisateur tendance. Sauf qu'apparemment, aux yeux des premières critiques qui sont faites, le film est à chier. Le film est déstructuré. Le film a une histoire qui ne tient pas debout. Et c'est une succession de gags, une succession de caméos entre potes. Donc on verra le résultat la semaine prochaine. Mais je peux vous dire que déjà, ceux qui ont vu le film dimanche, et certains disent d'ailleurs qu'il y a certaines salles qui n'étaient pas du tout pleines, alors que les cinémas qui ont fait les avant-premières ont fait une promo depuis 15 jours sur cette avant-première. Donc, apparemment, il y avait des salles où c'était pas plein du tout. Mais je pense que le cinéma français n'a toujours pas compris qu'il va falloir qu'il fasse à un moment donné son introspection. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.